Bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Cela fait déjà 8 mois que l'aventure a commencé. Imaginez 24 podcasts différents disponibles à l'écoute, une première saison de 12 épisodes consacrés aux brasseurs des Hauts-de-France, 6 bonus, 6 épisodes hors série sur des acteurs de l'univers de la bière et de la culture bière. Et surtout, l'autre succès de ce podcast, c'est le nombre d'auditeurs toujours grandissant, tout comme la communauté de fans sur les réseaux sociaux. Merci pour vos messages, merci pour vos encouragements. Et merci pour votre fidélité. Dans cette nouvelle saison, je vous propose un petit tour de France à la rencontre de 12 brasseurs, toujours autant passionnés et passionnants. Saison 2, épisode 1, la brasserie stéphanoise à Saint-Étienne dans la Loire. Doublement médaillé lors du dernier France Beer Challenge, médaille d'or pour sa quinarelle ambrée, médaille d'or pour son ébariole tourbée, la brasserie stéphanoise a aussi reçu le certificat d'excellence pour sa Manu blonde. Créée en juin 2014, elle a tout d'une grande, implantée dans un site historique autrefois occupé par la légendaire brasserie Mosser, la brasserie stéphanoise poursuit son bonhomme de chemin, et sur ce site chargé d'histoire, c'est Benjamin Valentin qui nous accueille. Bienvenue à la brasserie stéphanoise. Alors la brasserie stéphanoise, on est installé sur le site Mosser qui était une ancienne brasserie à Saint-Étienne qui a ouvert fin des années 1800 et qui a fermé après-guerre au milieu des années 50. Nous on est installé dans une toute petite partie de ce qu'était cette brasserie par le passé. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui on produit 1200 hectolitres. Autrefois, il y a eu jusqu'à 200 000 hectolitres par an produits sur le site. Donc, on est vraiment sur un renouveau de la brasserie à Saint-Étienne, mais version plus artisanale. Il y a quand même un pont qui se dresse entre le passé, l'histoire de cette brasserie Mosser et aujourd'hui la brasserie stéphanoise, qui est une toute jeune brasserie. Alors nous, ça va faire 4 ans qu'on est installé sur ce site. Pendant 3 ans, on était sur une autre partie du bâtiment qu'on a abandonné aujourd'hui, tout en restant sur le site. La différence majeure, ça va vraiment être que la brasserie qu'il y avait auparavant, c'était vraiment une énorme brasserie industrielle qui avait un rayonnement national, voire international. Et aujourd'hui, on est sur une production bien moindre, totalement artisanale, avec des volumes qui sont beaucoup moins importants et un rayonnement beaucoup plus local que ce qu'a été la brasserie Mosser qui était installée auparavant sur ces sites-là. Vous êtes 4 à faire tourner la boutique, hein, et vous avez commencé en amateur ou presque, vous êtes tout jeune, la moyenne d'âge c'est 30-32 ans. C'est ça. Alors aujourd'hui on est 4 sur la brasserie à bosser à plein temps. Mais à la base, nous, on a commencé par brasser en amateur. On faisait vraiment des tout petits brassins dans la cuisine de mon collègue, des brassins de 20 litres, aux grandes dames de sa mère. Puis au fur et à mesure qu'on brassait, on s'est dit tiens, pourquoi pas en faire notre métier plus tard. On était tous les deux étudiants. Le collègue, lui, il avait plutôt tendance à chercher sa voie. Il a fait pas mal d'études, une fac d'histoire, une fac de Sciences Po, les Beaux-Arts, pour au final dire il y a pas grand-chose qui m'intéresse, je vais continuer à brasser de la bière dans mon coin. Il s'est renseigné un petit peu sur les différentes formations qui pouvaient exister pour la fabrication de la bière. Puis il a trouvé un BTS agroalimentaire dans le Jura, et en parallèle de ça, il a trouvé un apprentissage dans une brasserie qui s'appelait la brasserie, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs la brasserie La Franche à La Ferté, à côté de Poligny dans le Jura. Là, il s'est formé pendant 2 ans vraiment sur du plus gros matériel. Ça lui a permis d'acquérir une vraie expérience professionnelle sur la fabrication de la bière. En parallèle de ça, moi je suis parti un petit peu à droite à gauche. J'ai travaillé 1 an en Angleterre. Et puis moi à la base j'avais plus une formation commerciale et j'ai continué ma formation commerciale pendant que mon collègue faisait son BTS agroalimentaire. À la sortie de nos études, on a directement monté une association qui s'appelait l'association Copain Chopin, où là on a un peu plus mis un cadre légal à cette activité en fabriquant de la bière. On a commencé à produire de la bière pour la vendre, toujours en très petite quantité. On faisait des brassins de 50 litres. Au fur et à mesure qu'on avançait, la mayonnaise commençait à mousser, on va dire. Ça prenait bien, on se faisait pas mal connaître dans le milieu associatif. On avait de plus en plus de demandes de la part de professionnels, que ce soit des cavistes, des restaurants qui commençaient à entendre parler de nous et à nous connaître, à apprécier les bières. Nous, ça nous permettait de tester plein de recettes différentes, vu qu'on faisait que des petits volumes. Et puis vite, on a été complètement dépassé. On a fait jusqu'à 700 litres de bière par mois en 50 litres, donc ça faisait entre 14 et 15 brassins par mois. Ça devenait
compliqué de tenir ce rythme-là et ces volumes-là. Et on a créé la brasserie stéphanoise en juin 2014. Et là, depuis juin 2014, on est installé sur ce site Mosser dont je vous parlais tout à l'heure. On a commencé au départ avec une production de 400 hectolitres par an. On a vite été complètement dépassé par la demande. On a réinvesti dans des cuves de fermentation assez rapidement, 1 an après s'être installé. On est arrivé autour du point critique. On pouvait pas produire plus, autour de 650-700 hectolitres. Et là, depuis décembre 2017, on a déménagé, on s'est encore un petit peu agrandi et on va être autour de 1200 hectolitres de bière produite. 1200 hectolitres, c'est quand même un sacré cap, hein, quand on a commencé à brasser 20 litres, puis 50 litres. 1200 hectos, c'est assez énorme, hein, en 4 ans pour une petite brasserie artisanale, une micro-brasserie. En même temps, vous proposez non pas une bière, mais aujourd'hui, vous avez quand même un beau catalogue, une douzaine de bières différentes. Ouais, aujourd'hui, on propose une douzaine de bières différentes avec des choses très variées, mais toujours assez typées. On va avoir une gamme plus classique. Si on parle en couleur, aujourd'hui, nous, les brasseurs, on n'aime plus trop parler en couleur, on parle plutôt en style de bière. Mais si je reste sur les styles classiques, on propose une gamme, on va dire plus classique, avec une blonde, une blanche, une brune, une ambrée. Donc on a une blonde, notre blonde de base c'est la Manu, qui fait référence, toutes nos bières font plus ou moins référence au Gaga et au patrimoine stéphanois local. Donc on va avoir la Manu qui va être une blonde assez houblonnée à cru, c'est-à-dire qu'on met du houblon à froid dans les cuves, qui va être très aromatique avec un petit côté agrume. On a une IPA également, plutôt à l'anglaise. Assez vert au niveau des houblons et fruité, toujours avec ce petit côté agrume. On utilise beaucoup la variété Cascade qu'on aime bien, qui est assez facile à trouver parce que nous aujourd'hui on est certifié bio sur la plupart des bières qu'on produit. On a des grosses difficultés d'approvisionnement en houblon bio, ce qui fait que ça nous limite un petit peu dans les différentes variétés de houblon qu'on peut utiliser. Donc on va pas être sur des bières avec des gros houblons américains très 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 puissants, parce qu'ils sont très difficiles à trouver en bio, ils sont surtout très chers également. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a la mâchurée, qui veut dire en gaga et tout sale. C'était les mineurs quand ils remontaient du fond, ils étaient tout mâchuré, tout noir. Donc ça va être notre stout, une stout pareil à l'anglaise, vraiment sur le café, sur le torréfié, et assez sèche. Qu'est-ce qu'on a? Une double stout également, la Ratapena qui en gaga veut dire chauve-souris. Bière noire, un peu plus ronde, un peu plus moelleuse. On est toujours sur une stout, vraiment ce côté torréfié très marqué, très poussé, mais un peu plus gourmand que la mâchurée. Après, en bière un peu plus spécifique, on a les barrioles. Les barrioles, c'est une expression qui veut dire voir les étoiles, soit quand on est sous, soit quand on s'est cassé la figure, avoir les ébarioles. Et là, c'est notre bière d'hiver qu'on a fait, un petit peu plus forte en alcool. On va être autour de 7,5, couleur rubis, et sa particularité, c'est qu'on va utiliser 20% de malt tourbé fumé à la tourbe. Donc on va vraiment retrouver tous ces goûts de fumée de tourbe qu'on peut retrouver dans certains whisky écossais, notamment les Islay, et qui va apporter vraiment cette spécificité. Voilà, puis après on a plein d'autres bières qu'on aura l'occasion de déguster un peu plus tard. Alors c'est intéressant de voir aussi que dans le choix des noms de vos bières, vous voulez rester ancré dans cette région stéphanoise avec son patrimoine minier, son parler gaga. Ça, c'était quelque chose qui vous semblait intéressant, plus au niveau patrimoine ou plus au niveau marketing? Les deux, on va dire. Nous, on est tous les trois des enfants du pays. On est tous les trois nés à Saint-Étienne. On a grandi ici. On a vu l'évolution de la ville avec une grosse crise de l'emploi due à la fin de l'industrialisation. On a vu Manu France fermer. On n'a pas vu les mines fermées, mais on a vu le résultat de la fermeture des mines et de toutes les industries stéphanoises. On est une ville quand même qui reste assez sinistrée, qui essaie un peu de renaître de ses cendres. Et on est assez fiers de tout ce patrimoine. On est assez fiers de pouvoir montrer qu'il peut se passer des choses à Saint-Étienne, et on est assez fiers de mettre en avant et ce patrimoine linguistique entre guillemets et mettre en avant l'histoire stéphanoise qui fait ce qu'on est aujourd'hui, qui fait ce que la ville est aujourd'hui, et nous on veut pas l'oublier.
Et d'un autre côté, je pense que ça parle aussi aux gens. Tu me parlais de marketing, mais ouais, ça parle aux gens, cet aspect local. Les gens ils sont attachés et à ce patois local qu'on appelle le Gaga, et à revoir des entreprises se monter dans la région, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis. Saint-Étienne, on est une des seules villes en France où le centre-ville se vide, se désertifie. Nous, on est dans Saint-Étienne intramuros, on n'est pas dans le centre, on est un petit peu excentré, mais c'est pareil. Saint-Étienne, c'est la seule ville c'est une des seules villes en France qui perd des habitants toutes les années, et pouvoir redonner un peu après, à notre échelle, on est 4 salariés, on n'est pas une multinationale, et c'est pas le but non plus. Mais on est assez fiers de pouvoir, recréer de l'emploi dans une ville, qui galère un peu. Dans le milieu des brasseurs, je pense qu'on est vraiment pas les seuls à être des jeunes de cet âge-là. C'est un métier qui avait quasiment complètement disparu, qui depuis le milieu des années 2000 réapparaît de petit en petit, avec un nombre de microbrasseries toujours plus croissant. Moi je dirais qu'on a deux figures types, soit des gens qui se sont reconvertis dans le métier, qui avaient déjà une expérience professionnelle qui pouvait être tout autre, soit des jeunes un peu comme nous qui ont découvert la bière justement avec cet essor des microbrasseries, et qui ont décidé de faire ça tout de suite, sans avoir forcément une longue expérience professionnelle, et sans vraiment faire une grosse reconversion. Et nous, c'est notre cas, donc c'est assez fréquent. Moi je trouve qu'il y a une bonne entente entre les différents brasseurs, et c'est chouette. C'est un beau milieu de bons vivants également. Il y a une certaine forme d'audace aussi, de se lancer dans le brassage amateur et un jour d'en faire son métier. Ouais, alors après, je pense que pour nous qui sommes assez jeunes, c'était quasiment plus facile, entre guillemets. Nous, on avait rien à perdre. Enfin, j'avais pas une famille, 3 gosses et un boulot. J'ai pas tout plaqué du jour au lendemain. On a fait nos études, on a monté ça petit à petit. Ça a pris, et c'était chouette. Mais je pense que on avait rien à perdre, quoi. Dans le pire des cas, ça faisait pas. Et aujourd'hui, on est super contents parce que ça fait, quoi. Donc c'est cool. À 25 ans, quand t'as commencé, qu'est-ce que tu t'es dit ? Tu t'es dit, c'est l'engagement de ma vie, ou tu t'es dit, dans 20 ans, 30 ans, je ferai autre chose ? Ah, je sais pas, moi, j'ai des gros problèmes d'organisation. Je fais plutôt les choses au jour le jour, on va dire, à la différence de mon collègue qui est beaucoup plus organisé. Mais là, plus on avance, plus je me dis que je pense que je suis dans la brasserie pour un bon bout de temps. Aujourd'hui, la brasserie stéphanoise rayonne bien sûr à Saint-Étienne et dans les environs, mais rayonne aussi sur des régions comme Lyon ou Grenoble. On a cet avantage que nos bières, elles se vendent plus ou moins tout seules. Il y a une telle demande sur la bière artisanale d'une manière générale, qu'aujourd'hui, moi, on se répartit bien les tâches à la brasserie. Je sais pas si j'ai expliqué tout à l'heure. On se répartit bien la tâche à la brasserie. On est 4. On est vraiment deux personnes en production qui s'occupent de la conception des recettes, de la fabrication, du conditionnement, et 2 personnes au niveau plus de la gestion, des livraisons, etc. Et aujourd'hui, le cœur de notre activité pour la partie gestion commerciale, livraison, ça va vraiment être de la paperasse, de la comptabilité et des livraisons. On fait très peu de prospection, et au niveau du marketing, on essaie de positionner nos produits comme on veut les positionner avec cet aspect local. Il y a une forte demande. On n'a pas besoin d'être en mode requin, aller faire du porte-à-porte, aller chercher des nouveaux clients. 90% des clients avec qui on travaille aujourd'hui, c'est des gens qui sont venus nous voir, et c'est le bouche à oreille aujourd'hui. Vu les volumes qu'on fait, ça peut paraître beaucoup comme ça, 1200 hectolitres, mais sur une ville comme Saint-Étienne, ça représente rien comparativement au volume de bière qui est écoulé sur place. Ça représente rien. Donc toute la partie prospection, communication, c'est fait quasiment par le bouche à oreille, un peu par les réseaux sociaux, mais voilà, c'est tout, quoi. Au niveau du rayonnement, on va plutôt rayonner en local. On travaille beaucoup sur Saint-Étienne, Lyon et Grenoble principalement. On bosse beaucoup avec Lyon. Lyon qui est une ville
c'est incroyable au niveau de la diversité et où il y a une vraie culture bière, quoi. C'est, malgré les tensions footballistiques qui peuvent exister entre nos deux villes, je pense qu'à Lyon, il y a vraiment un gros travail, un gros déblaiement qui a été fait, et où les gens sont de plus en plus portés vers la bière artisanale et vers la diversité de la bière artisanale, et où il y a vraiment des gens et des consommateurs de bière qui sont avertis, qui sont connaisseurs et qui s'y intéressent de plus en plus. Ouais, si la Manus était appelée Aller les Verts, ça aurait peut-être moins fonctionné sur Lyon. Ah, je pense que ça aurait été plus compliqué, encore que. Pour le moment, on s'appelle la brasserie stéphanoise et tout va bien pour nous à Lyon. La brasserie stéphanoise où on peut venir brasser en tant qu'amateur pour s'initier à l'art du brassage, parce que c'est un art. Hein. Vous avez créé là depuis mars 2018 des ateliers de brassage. Voilà, c'est ça. Donc, avec le déménagement qu'on a fait en décembre 2017 et maintenant depuis mars 2018 où on a fini les travaux, on a lancé des ateliers de brassage où on propose aux gens de venir à la journée fabriquer leur propre bière. Donc, c'est un peu le retour aux sources, un peu comme on a commencé avec du matériel un peu plus sophistiqué. Le but, c'était de partager un savoir-faire, montrer aux gens que brasser de la bière. C'est pas compliqué. Brasser de la bonne bière, c'est autre chose, mais brasser de la bière en soi, c'est pas très compliqué. Il y a pas besoin d'énormément de matos pour faire des petites quantités de bière. Proposer un moment convivial aux gens sur une journée où on leur propose de choisir parmi une dizaine de recettes de bières différentes qu'on a mis au point, de venir fabriquer leur propre bière. Voilà, donc là on vient de descendre des bureaux à la brasserie. Salle de fabrication. Salle de fabrication. Ouais, la salle de prod, quoi. Et voilà, donc bienvenue dans la brasserie. Donc on est dans une vieille usine, comme tu peux voir, avec des verrières, un endroit qui est très lumineux, pas très bien isolé, mais c'est un cadre de travail qui est plutôt agréable. Je sais pas ce que tu en penses, Yann. Ça joue, ça, le fait que ce soit pas bien isolé? Alors ça va nous poser quelques problèmes l'hiver. Là, on a dû mettre des aérothermes en place pour pas que ça gèle à l'intérieur. On arrive à maintenir en grosse période d'hiver nos petits 5 degrés. C'est pas tip top. Ouais, ça peut nous poser parfois quelques problèmes au niveau des fermentations. S'il fait vraiment trop froid, on a un risque que les fermentations s'arrêtent en cuve. Si les fermentations s'arrêtent en cuve, c'est compliqué derrière, quoi. Tous les sucres sont pas consommés par les levures, et si tous les sucres sont pas consommés par les levures et qu'on embouteille, on risque d'avoir des petits soucis de bière qui mousse ou qui gueuche. Après, pour l'été, il fait très chaud à l'intérieur. La bière, ça aime pas trop le chaud, mais on a la chance d'avoir un groupe froid qui est quand même bien dimensionné, qui nous permet de refroidir les cuves facilement. À la différence de l'hiver, où on peut pas réchauffer les cuves. Donc là, on est entre les palettes de bouteilles vides et les sacs de céréales. C'est ça, donc des bouteilles vides, du malt, des houblons qui sont stockés dans un autre endroit, et puis voilà, un peu toutes les matières premières qu'il faut, les matières premières et les conditionnements qu'il faut pour produire des bières. Et alors l'eau, parce que l'eau, ça a toujours été le problème des brasseurs. Souvent, les brasseries sont installées en rase campagne parce que historiquement, on avait trouvé une source qui permettait d'alimenter la brasserie. Ici, on est sur une source. Alors ici, on n'est pas sur une source, on est sur l'eau du réseau. On a la chance à Saint-Étienne d'avoir une eau qui est quand même d'assez bonne qualité et qui nous permet de produire les bières qu'on produit. Pas de problème au niveau de l'eau. Faut savoir que la brasserie, ça demande énormément d'eau, parce que pour 1 litre de bière produit, il faut environ 5 litres d'eau entre les nettoyages, les pertes d'eau, etc. C'est une activité qui consomme beaucoup d'eau. Alors ici, on va avoir trois cuves de fermentation. Si tu veux, on commence par les cuves de. On y va. Là, c'est les bottes. Ouais, voilà. Alors ici, on va avoir trois cuves de fabrication qui vont permettre l'élaboration de ce qu'on va appeler le mou de bière. Ça sonne. J'arrive. Vas-y. Désolé. Interrompu par une livraison, je coupe l'enregistrement et nous retrouvons Benjamin Valentin quelques minutes plus tard. On a reçu nos t-shirts qu'on a fait faire, et c'est un petit pied de nez au journal Le Monde qui avait fait un article il y a 1 ou 2 ans sur Saint-Étienne, et qui avait titré Saint-Étienne, capitale des taudis. Du coup, on a fait des t-shirts, les meilleures bières de la capitale, Astérix, des taudis.
autodérision stéphanoise. Puis là, on est sur les guinguettes du Puy-Corio. Là, tout l'été, on organise des apéros mix sur le parc du musée de la Mine, où on a une petite buvette où on sert des produits locaux et de la bière artisanale dans le parc du musée de la Mine. Et du coup, ça nous bouffe pas mal de temps. Donc, la grosse activité, ça sera pour ce soir. Pas de brassage aujourd'hui. Aujourd'hui, on passe des fûts. Ici, on est au milieu des cuves. Voilà, au niveau des cuves qu'on va avoir 3 cuves pour la fabrication, pour ce qu'on va appeler l'élaboration du mou de bière, c'est-à-dire un jus sucré non fermenté. Donc on va avoir cette cuve-là, c'est ce qu'on appelle la cuve d'empâtage, qui va nous servir à faire infuser nos céréales, notre malt avec de l'eau chaude, et qui va nous permettre d'extraire tout le sucre qui est contenu dans les céréales pour le transformer ensuite en alcool via la fermentation. Cette cuve, elle va également servir de cuve de filtration. Ensuite, on va avoir une cuve qui va nous servir à faire chauffer de l'eau. C'est une bâche d'eau chaude, c'est ni plus ni moins qu'une grosse bouilloire. De cette cuve, on va récupérer l'eau chaude, que ce soit pour l'empâtage ou pour le nettoyage. Ensuite, au milieu, cette cuve un peu plus massive, ça va être notre cuve d'ébullition. Donc ça va nous permettre de faire bouillir le mou de bière sucré, et c'est à ce moment-là qu'on va ajouter les houblons qui vont apporter l'arôme, le parfum et l'amertume dans les bières. Derrière nous, on a des cuves de fermentation. Donc ces 3 cuves, c'est des cuves qui font environ 20 hectolitres, dans lesquelles on va mettre 2 brassins, puisque nous, quand on fait une fabrication, on fabrique 10 hectolitres de bière d'un coup. Donc pour remplir ces cuves, il va falloir qu'on empile 2 brassins. On va brasser un type de bière un jour. Le lendemain, on va brasser exactement la même bière et on va empiler le brassin sur le brassin de la veille dans ces cuves-là. Et ensuite, là, on va avoir 4 cuves de fermentation de 10 hectolitres, dans lesquelles on met un seul brassin d'une bière différente pour chaque cuve. Et là, elles sont pleines, elles sont vides? Alors, elles sont pas toutes pleines, elles sont pas toutes vides. Tac. Celle-là est vide. Et après, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 cuves qui sont pleines, dont 2 cuves dans lesquelles on a mis deux brassins. Et après, qu'est-ce qu'on a? On va avoir une quinarelle en fermenteur 1, une café, donc notre IPA. La quinarelle, c'est notre ambré. Une manu, une glutte blonde, une gambelle et une HAPE, une bière blanche, une bière blonde au gingembre. Après vient l'étape de la mise en bouteille, évidemment. L'étape de la mise en bouteille et de la mise en fût, ça va dépendre des cuves. Ici, on va avoir une machine qui va nous servir à laver les fûts. On peut les laver d'avance avec cette machine, c'est bien pratique. Ça fait partie du matériel qu'on a acheté en déménageant là depuis décembre 2017, qui nous simplifie quand même pas mal la vie par rapport à auparavant où on devait démonter chaque fût un par un et laver avec une petite machine bricolée. Ça nous permet de vraiment nous faciliter la vie. Pour la partie embouteillage, c'est pareil, on vient d'acheter un groupe embouteillage qu'on a acheté en avril 2017. Faut savoir qu'auparavant, on a fait jusqu'à 600 hectolitres de bière par an à la tireuse Siebeck, donc très manuel, où on mettait les bouteilles une par une sur la tireuse et où on capsulait toutes les bouteilles une par une avec une capsuleuse manuelle. Et depuis avril 2017, on a acheté cette machine qui, pour le coup, nous simplifie merveilleusement bien la vie et dont on est très très satisfait. Ça permet de étiqueter en amont, embouteiller, capsuler, et après on encartonne de manière manuelle. On n'a pas d'encartonneuse automatique ou quoi que ce soit. Voilà. Et la bière refermente en bouteille? Toutes nos bières refermentent en bouteille. Donc ici on a une cuve qui est un petit peu différente des autres, c'est notre cuve de resucrage, dans laquelle on va transférer notre bière des fermenteurs après une étape de garde plus ou moins longue en fonction des bières. On resucre juste avant l'embouteillage, on va être autour de 5 grammes de sucre par litre. On embouteille, et une fois que nos bières sont embouteillées, on va mettre toutes ces bières dans ce qu'on appelle notre chambre chaude, et il va y avoir une deuxième fermentation qui va se faire dans la bouteille, cette fois de manière hermétique. Tout le gaz qui se dégage de la refermentation en bouteille va rester enfermé dans la bouteille, et c'est ça qui permet à nos bières d'être gazeuses. Le resucrage, c'est pour renourrir les levures?
Le resucrage, c'est ça. Nous, on est sur des bières qui sont non filtrées, non pasteurisées. Ce qui fait qu'au moment de l'embouteillage, on a toujours des traces de levure qui sont présentes dans les bières. Ces levures qui sont toujours présentes, elles ont consommé tous les sucres pendant la fermentation en cuve. Au moment de l'embouteillage, on resucre, on renourrit les levures. Les levures vont se remettre à travailler. Et quand les levures travaillent, c'est-à-dire quand elles consomment les sucres et qu'elles transforment les sucres en alcool, elles dégagent du gaz qui va permettre la carbonatation des bières et donc d'avoir des bières qui sont gazeuses et qui moussent. Et le dosage de sucre va permettre d'avoir une bière qui va être plus ou moins gazéifiée. Voilà. Le tout, c'est de pas se planter, pas mettre trop de sucre, ne pas en mettre assez. Sinon, on se retrouve soit avec des bières qui sont pas du tout gazeuses, qui moussent pas, soit avec des bières, ça peut, dans le pire des cas, avoir des bières à des bouteilles qui explosent puisqu'on a mis trop de sucre et qu'il y a trop de pression dans la bouteille. Voilà. Les 5 dernières minutes, la dégustation. Hop. Impeccable. Du coup, là, je vais te faire goûter la Glut triple. Donc là, on est sur une bière dans laquelle il va y avoir 3 céréales différentes dedans, de l'orge, du blé et de l'avoine. Donc 3 maltes, les 3 céréales maltées, quoi. La spécificité de ce triple, c'est que comparativement à certaines triples belges qui vont être très lourdes, presque écœurantes, parce que vraiment assez fortes en alcool, là on est sur une triple qui est houblonnée à cru, ce qui va lui apporter beaucoup de fraîcheur, et nous dans la bière on parle de buvabilité, une bonne buvabilité du coup. Voilà. Donc c'est une triple qui est assez traître, puisqu'elle fait 8 degrés. Nous, la couleur, on est sur une couleur assez cuivrée, et voilà. Hop, alors là, je vais te faire goûter la Caffi, ça c'est notre IPA. Donc c'est une IPA assez simple, qui va être très vert au niveau des houblons, puisqu'on est sur des variétés anglaises. Il y a un peu de Chinook qui va apporter un petit côté agrume fruité. Voilà, tu vas me dire ce que t'en penses. Santé. Santé. Hop. Alors là, on va goûter la Chapeux. Donc ça, c'est la Chapeux, c'est notre ginger ale, une petite bière blonde toute légère au gingembre. On va mettre à peu près 10 kg de gingembre pour 1000 litres. Et sa spécificité, c'est qu'au lieu de faire un houblonnage accru, on va faire un gingembrage accru. C'est-à-dire qu'on va ajouter la moitié du gingembre qu'on va mettre dans notre recette à froid dans les cuves. Ce qui fait qu'on va avoir une bière qui va être très aromatique au niveau du gingembre, avec un côté piquant qui est très peu présent, mais ce côté aromatique qui va être prédominant sur cette bière-là. Hop. Moi je me suis épargné la triple, je te l'ai laissé. Santé. Santé. Alors, Benjamin, pour terminer, où est-ce qu'on trouve aujourd'hui les bières produites par la brasserie stéphanoise, peut-être en dehors des traditionnels bistrots qui ont pignon sur rue à Saint-Étienne? Alors nous on travaille avec tout le monde, sauf avec la grande distribution. Donc on va travailler beaucoup avec le CHR, café, hôtel, restaurant, épicerie fine, caviste, beaucoup avec le milieu associatif. Après, au niveau des restaurateurs, on est assez fiers. Aujourd'hui, on travaille avec 3 gros, qui est basé vers Rouen, donc qui est étoilé Michelin. On bosse un petit peu avec Marcon aussi, Régis Marcon, qui est qui est situé en Haute-Loire. Voilà, on essaie de positionner nos bières plutôt sur du haut de gamme, avec un produit spécifique qu'on trouvera pas en grande distribution, quoi. C'est une belle reconnaissance de se retrouver à la carte de restaurateurs étoilés. Alors c'est à la fois une belle reconnaissance, puisque on va dire qu'on peut considérer qu'ils ont les papilles adaptées à déguster un bon produit, mais c'est aussi la preuve que la bière retrouve sa place sur les tables. De la même manière que le vin, il y a autant d'accords à faire mets et bières qu'il y en a à faire avec des mets et des vins, et ça c'est chouette, et c'est pas seulement une reconnaissance pour nous, mais c'est une reconnaissance pour la bière. La bière a toute sa place sur les tables, de la même manière que le vin, et c'est chouette qu'avec cet essor des microbrasseries aujourd'hui, on arrive à remettre la bière sur table et à en faire un produit noble, entre guillemets. On est bien loin de la bière de soif.
On est loin de la bière. Après, je pense que la bière de soif a toute sa place, également. On produit aussi des bières de soif, mais je pense qu'il y a vraiment des choses à faire aussi au niveau de la bière de dégustation et des accords qu'on peut faire avec la nourriture, avec les bières. Alors si je veux manger chez Trois Gros, qu'est-ce qu'on va me proposer ? On a notamment fait un accord avec la mâchurée, donc notre stout, sur une panna cotta au café. Merci à Benjamin Valentin et à toute l'équipe de la brasserie stéphanoise pour leur accueil lors de l'enregistrement de ce podcast. Comme pour chacune des brasseries visitées ensemble, rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram pour découvrir la brasserie stéphanoise en images. Vous pouvez aussi liker, partager, commenter. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur iTunes et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle étape de ce Tour de France à la rencontre des brasseurs. Nous poserons nos micros au soleil à Toulon. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.